Bienvenue dans cette édition de votre programme Focus Cameroun qui abordera ce jour l'analyse, le décryptage du code de travail camerounais. Et pour cela, nous sommes face à notre invité exclusif, l'homme politique, président du nouveau mouvement populaire, le président Bandakani. Sur ce plateau, je suis Charlotte Edjengele. Comme pour la dernière édition, je suis accompagnée de M. Bill Zangop, à qui je présente mes civilités. Bonsoir, Madame Edjengele. Bonsoir, Président Bandakani. Bonsoir, mes très chers intervieweurs, co-intervieweurs. Bonsoir, Madame Charlotte Edjengele. Bonsoir, Bill Zangop. Je salue les équipes techniques à l'égard desquelles je tire toute ma révérence pour le travail qu'ils font, alors qu'ils ne sont pas visibles. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer tous les internautes, vraiment pour leur fidélité, en insistant particulièrement sur cette interactivité originale qui est la particularité de nos plateformes. Et nous allons continuer à améliorer ça. Parce que c'est l'implication des internautes dans l'enrichissement. Vient enrichir la puissance de notre pensée, de la pensée collective. Fruit d'un intellectuel collectif que nous essayons de constituer autour de notre plateforme. La plateforme du NMP, c'est un intellectuel collectif dans lequel les internautes ont une place à part. Je voudrais saluer les abonnés pour leur fidélité. Et ils ne cessent d'augmenter au jour le jour, ce qui permettra à l'équipe technique de relever cet objectif, tel qu'ils se sont fixés librement. Bon, nous ne sommes pas dans une course aux abonnés. Et moi, je ne me mêle pas des objectifs techniques que vous vous fixez, donc je respecte ça, mais en même temps, on n'est pas dans une course aux abonnés, mais on ne peut pas être indifférent à cette montée du nombre des abonnés, qui est un indicateur quand même plus ou moins pertinent de l'adhésion d'un des autres à ce que nous faisons. Je voudrais les saluer de manière particulière. Et enfin, je voudrais rappeler ce que j'ai dit. Le NMP, les buts que nous visons, c'est la formation et favoriser l'émergence de nouvelles générations de panafricanistes, hommes et femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, qui vont investir le champ de la lutte panafricaniste. C'est annoncer et anticiper la dépendance numérique du continent africain. Ce sont les buts que nous visons. Et par rapport à ça, la visibilité numérique n'est qu'un moyen. C'est ça qui nous distingue de toute plateforme, pour qui, en passant, nous avons du respect. Donc voilà, merci d'avoir permis une fois de plus que je sois à mon poste cet après-midi en fonction des fuseaux horaires. Merci, Président Bandakani, à vous de nous accorder cette énième occasion. Comme on l'a dit à l'entame, je vais rappeler le thème ici. Il s'agit de l'analyse et le décryptage du code de travail camerounais. Président Bandakani, l'évolution du cadre juridique du travail au Cameroun est caractérisée par 3 textes normatifs. Premièrement, la loi numéro 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Deuxièmement, la loi numéro 74/14 du 27 novembre 1974 portant code du travail. Troisièmement, la loi numéro 92/007 du 14 octobre 1980. Autant pour moi, du 14 août 1992 portant Code du travail au Cameroun, président Bandakani. Entre 1960, date de l'accession à l'indépendance, et 1974, date de promulgation du premier Code du travail, le travail au Cameroun n'a pas été encadré. Quel est, selon vous, président, quel est, selon votre point de vue, les enjeux idéologiques et stratégiques associés à ce Code du travail? D'abord, si on prend la chronologie que vous avez convoquée, depuis la loi de 1952, je crois 15 décembre 1952, oui, président. Mais le travail a toujours été encadré. Il est encadré. Mais sauf que c'est quel type de travail qu'on encadre? La loi de 52, sa particularité, c'est d'introduire les germes de ce qu'on pourrait appeler la prévoyance sociale.
À l'époque, on parlait des assurances sociales. Donc, entre guillemets, l'avancée particulière, l'avancée fondamentale que ce code-là, mais qui est un code d'outre-mer, hein, qui concernait l'ensemble des territoires français d'outre-mer, c'est un code qui introduit dans les colonies françaises l'assurance sociale, c'est-à-dire la prévoyance sociale, c'est tout. Président Bandakani, Oui. tout à l'heure, on parlait de l'encadrement juridique. Juridiquement, le travail entre 60 et 74 n'a pas été encadré juridiquement. J'arrive. C'est-à-dire que le 52 introduit les germes de la prévoyance sociale. Mais ça, c'est réservé à ceux qui sont dans le secteur formalisé du travail, même pendant la colonisation. J'ai rappelé la dernière fois que les indigènes n'avaient aucun statut. Parce qu'on pouvait les soumettre au travail forcé, on pouvait les soumettre à la corvée, même malgré les avancées qui, à l'époque, avaient consacré la fin du travail forcé et de l'indigénat. Le seul changement qu'il y a eu, c'est qu'on a introduit la loi de 52. Mais ne pouvoir en bénéficier que ceux qui accédaient au travail formel. Et à l'époque, ils sont très peu, sont déjà très peu, parce qu'on est encore de manière fondamentale sous l'administration coloniale. Après, il y a la loi de 74. Je ne sais pas si vous avez convoqué ça, vous, la loi de 74, qui déjà introduit, élargit les avancées de 52 à l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler le début de la fonction publique. Donc, et la loi de 74, elle va être changée à la faveur de la loi de 92. Donc, d'une certaine manière, le travail a toujours été encadré. Même en colonie, hein, le travail est encadré. Il est encadré soit formellement, soit par la loi coloniale. Que le travail soit forcé, qu'il soit sous la forme de corvée, c'est le travail. Attention, c'est le travail. Sauf que c'est un travail qui est encadré par la violence coloniale. Sa matrice fondamentale, c'est la violence coloniale. C'est un encadrement de fait, de facto. L'encadrement est déjuré par la loi du gouverneur colonial, de l'administration coloniale, qui opère par réglementation. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des situations nouvelles, on fait une réglementation, c'est-à-dire les décrets du gouverneurs coloniaux, les circulaires et arrêtés qu'ils prennent. Ça a toujours fonctionné comme ça. En attendant donc qu'on détende à des colonies, n'est-ce pas, ce qu'on a fait en 1952. Donc, le travail est une corvée, le travail est forcé, c'est la maltraitance suprême des indigènes, n'est-ce pas, mais il est encadré. L'encadrement, ce n'est pas seulement la loi. Vous dites l'encadrement juridique, il y a l'encadrement politique, il y a l'encadrement de facto, l'encadrement colonial. Alors, il est important de le dire parce que, dit comme ça, on ne voit pas les conséquences. Toutes les infrastructures qui ont été faites dans les pays colonisés ont été faites gratuitement. Et le travail n'était pas payé. On n'a pas payé la force de travail. Donc, c'est plus qu'un pillage. C'est-à-dire, je voudrais prendre à mon compte ce qu'a dit Hamza, professeur Hamza Yabara, lors de notre congrès. Il dit que la colonisation, c'est l'esclavage à domicile. Donc, dans le cas d'esclavage à domicile, on ne paye pas la force de travail. Si vous voulez évaluer le niveau de pillage en termes monétaires, en termes financiers, de la force de travail non payée qui était à la disposition des colons, mais ça va se chiffrer en milliers de milliards, c'est-à-dire en milliers de milliards de francs CFA. Mais comme c'était une force de travail qu'ils prenaient gratuitement, et ils s'en accaparaient par la violence absolue, donc ils en disposaient selon leur bon gré d'après l'ordre colonial. Donc c'est l'ordre colonial qui encadre le travail en ce moment-là. Quand l'État néocolonial succède à l'État colonial, il continue la logique. Sauf que cette fois-ci, le travail n'est plus forcé, la corvée n'existe plus, mais il y a une continuité directe de l'ordre économique colonial, devenu néocolonial dans le sens où désormais on a une fonction publique. Je reviendrai quand on va analyser à profondeur le code du travail
qui est en vigueur chez nous à l'heure actuelle. Donc, il y a le travail, il y a la fonction plus mise à part. Le reste du travail, se fait dans le cadre du contexte des sociétés concessionnaires dans les secteurs de l'extraction, de la manufacture primaire, n'est-ce pas? Et là-bas, les conditions de travail sont abominables. Président Bandakani, tout à l'heure, vous avez parlé de l'ordre colonial qui a cédé la place à un autre ordre néocolonial. Et quand on observe ces trois lois, on remarque qu'elles se suivent. Est-ce qu'elles ont un lien? Est-ce qu'elles sont liées ou alors elles sont distinctes? Non, elles ont un lien. Elles ont un lien. Le lien est clair, c'est-à-dire que la loi de 52 étend l'ordre juridique en matière de travail de la France, c'est-à-dire que française, au territoire d'outre-mer. J'ai indiqué que c'est le début de la prévoyance sociale au Cameroun. Ça va régir, parlons comme ça, le contexte du travail dès les années 60 jusqu'à 74. Ça se suit. La loi de 74, si vous voulez la comprendre, il faut prendre la loi de 92. La loi de 92, c'est la continuité de la loi de 74, avec une insistance particulière sur la négociation collective, etc. Une volonté du législateur d'adapter, d'essayer d'adapter, de régler par la loi les situations de travail. Ça se voit au niveau des différents des titres du Code du travail qui parlent des différents, même qui parlent des organismes et des moyens. Tout à l'heure, on y reviendra. L'affiliation est claire. Hein? L'affiliation est claire, c'est que la condition du travail a pour horizon indépassable l'ordre néocolonial, qui lui-même continue l'ordre colonial. C'est quoi l'ordre néocolonial? C'est que le pays ne travaille pas pour son propre compte, mais continue, la population travaille pour enrichir la métropole. Dans le cadre des conventions néocoloniales, on n'a pas la dernière fois, je ne reviendrai pas, des accords secrets de coopération, etc. La population ne travaille pas pour le profit du pays, mais ça travaille pour l'ordre néocolonial, pour le profit de la métropole. Donc, de ce point de vue, les différents codes de travail ont pour fonction majeure d'étendre à des catégories de travailleurs qui sont émancipés par l'ordre néocolonial et colonial. Je répète encore, la fonction publique, les travailleurs du secteur privé, n'est-ce pas? Et dans une certaine mesure, les travailleurs du secteur parapublic. Alors, ces gens-là, il fallait élargir le code du travail, n'est-ce pas? Le code du travail, leur donner un statut dans le code du travail. C'était le travail du code du travail, c'est ce à quoi s'est attelé le code du travail en 1974. Mais dans la même logique que 52. Prévoyance sociale, contentieux du travail, on y reviendra avec l'intervention de l'État. Il faut rappeler que dans les années 74, on est dans le cadre du parti unique. Hein. Il faut savoir à l'époque que le code du travail lui-même était soumis politiquement aux ordonnances d'exception. C'était quoi les ordonnances de déception? C'était une répression extraordinaire des libertés fondamentales pour préserver l'unité nationale. Alors les libertés liées au travail, libertés syndicales et tout ce qui va avec, ne pouvaient pas remettre en cause les ordonnances d'exception. Il faut bien voir le contexte politique dans lequel ces codes du travail ont émergé. C'est très important. Donc, c'est le syndicat, dans le cadre, ce syndicalisme unitaire, dans le cadre du parti unique. Je voudrais vous rappeler que la centrale syndicale était affiliée au parti unique, dépendait du parti unique. Ce n'est pas rien. Ça veut tout dire, au contexte de l'époque. Donc, on voit très bien que on ne peut pas permettre une législation de travail qui pouvait renforcer le droit des travailleurs, par exemple, à gréver, à remettre en cause le compromis néocolonial entre l'État du Cameroun et les entreprises néocoloniales
C'est pas toutes ces grandes entreprises qui contrôlaient l'économie de notre pays. La seule chose qui a mis tout à l'heure, qui a émergé, je vous l'ai dit, c'est que à la faveur des 30 glorieuses, l'État camerounais avait les moyens de créer beaucoup d'entreprises parapubliques. Donc, l'émergence des entreprises parapubliques obligeait donc à adapter ou bien à légiférer sur un code de travail qui incorporait, n'est-ce pas, ces nouvelles réalités socio-économiques. C'est ça l'enjeu de manière fondamentale. Mais dans le fond, ce code du travail n'a pas vocation à bouleverser l'ordre établi en matière de travail. Je vais insister sur un point. Ces différents codes du travail n'ont jamais défini le travail. Même le code de 92 ne définit pas le travail. C'est quelque chose de fondamental. Hein. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire, ils définissent le travailleur, l'employeur, mais on ne définit pas le travail. Donc, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas le fait du hasard. Le fait d'être dans l'incapacité ou bien de manquer de volonté pour définir le travail est un choix de classe, est une option politique claire qu'on ne comprend pas si on ne revient pas sur ce qu'est la loi fondamentale qui gouverne la vie politique, la vie économique et sociale dans une néocolonie. Il faut que je le répète, le caractère néocolonial de l'État, à savoir, c'est la continuité de la colonisation sous la forme d'une néocolonie. C'est très important de savoir ça. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Alors, mais si vous êtes dans un contexte de 30 glorieuses, où, comme je l'ai dit à l'époque, les 30 glorieuses étaient marquées par le fait que nos matières premières se vendaient relativement bien au niveau du marché international. Et ça rapportait les devises. L'État, donc, développait l'économie, créait l'économie. Comment on peut appeler ça? Il y avait une expansion de l'économie néocoloniale qui a fait croire à beaucoup qu'on se développait. Bon, ça va s'arrêter à l'orée des années 80, quand les réalités vont commencer à nous rattraper, tout ça va commencer à s'arrêter. Et c'est ces conditions-là qui vont rendre nécessaire l'avènement du troisième code du travail, à savoir le code de 92, sur lequel, si vous voulez, je voudrais qu'on insiste un peu. Donc, il y a une filiation. Il y a une généalogie des codes du travail chez nous, qui sont le fil conducteur de tous ces différents codes du travail. Le fil conducteur est clair. Bénéficient de la protection du travail, de protection liée au travail, les enfants de la néocolonie. Comme les enfants de la colonie, il y a un bénéficiaire. Le colonel local, parlons comme ça, les blancs qui étaient sur place, mais on devait conformer leur statut à la situation métropolitaine. Ce qui obligeait le législateur à importer rapidement en colonie le code du travail français, à le Cameroun, qu'on faisait bénéficier aux blancs qui étaient là, mais qui étaient des colons. Mais pour qu'un indigène bénéficie de ça, il fallait qu'il soit coopté, c'est-à-dire qu'il devienne lui-même, entre guillemets, un petit blanc. C'est-à-dire on le coopte dans le cadre d'un travail formel, et du coup, lui aussi va accéder, n'est-ce pas, à ces protections-là. Alors, quand on arrive à l'indépendance, le nombre de personnes qui entrent dans l'économie formalisée s'agrandit nécessairement. S'agrandit. Je vais être très pédagogique et je vais simplifier pour que la personne que nous suivent comprenne, sans être des spécialistes de la question. Donc, plus le nombre de personnes qui accèdent à l'économie formelle grandit, et il grandit parce que l'État s'étend. Il y a un grand développement des activités étatiques dans le pays, l'administration se développe partout, je répète encore, les entreprises parapubliques partout, n'est-ce pas, les services, etc., vont créer un stock de travailleurs, entre guillemets, modernes qu'il faut protéger. C'est ça donc qui va rendre nécessaire le code de 74. Voilà. Et je répète, ce code-là va donc régir le travail au Cameroun jusqu'à 92, qui est marqué, 92 est marqué par une rupture. 92 prend acte du fait que fin de 30 glorieuses, incapacité de l'État désormais à continuer à créer les emplois, chômage innommable dans le pays. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'émerge le Code du travail de 92. Président, nous aimerions savoir quelles sont d'après vous les caractéristiques de notre Code du travail actuel. Très bien. C'est la question-là, si on a bien compris la question précédente de Mme Charlotte Dengele, qui est une très belle question, à savoir la nature, la
le lien de continuité qui permet de dégager la raison d'être fondamentale des codes de travail chez nous. C'est très important. Là, on comprend mieux les caractéristiques. J'ai indiqué que la raison fondamentale, c'est d'encadrer le travail, qui lui-même se développe dans un cadre néocolonial, c'est-à-dire dans un cadre d'intensification de l'exploitation du potentiel de notre pays, mais pour le profit de l'extérieur. C'est très important. Cette exploitation crée du travail et crée donc des travailleurs modernes qu'il faut protéger. On les protège. La protection des travailleurs ne change pas le caractère fondamental de l'État qui est néocolonial. Il faut bien comprendre ça. Une chose, c'est la loi qui encadre le travail, le code du travail. Autre chose est la nature fondamentale de l'État. Dans ce cas, le code du travail, ces codes du travail sont objectivement une forme de progrès. Hein. C'est du progrès. De manière objective, je répète, ces codes de travail, n'est-ce pas, qui sont les formes juridiques des rapports, n'est-ce pas, qui sont construits autour du travail, constituent des progrès en soi. Attention. Mais, progrès dans le cadre de l'État néocolonial. Donc, de manière fondamentale, pas de progrès. De manière fondamentale, pas de progrès. Il faut bien comprendre. Il faut bien nuancer cette dialectique pour que les gens comprennent bien. C'est-à-dire que c'est un progrès. Hein? On sort de la colonisation et sa barbarie. On entre dans le néocolonialisme et sa barbarie politique. Encadrée dans le cadre du parti unique, qui lui-même gère un ordre néocolonial. Mais ça constitue un progrès, parce que nous entrons, entre guillemets, dans la modernité économique. C'est un progrès objectif. Mais en soi, de manière plus approfondie, ce n'est pas un progrès. C'est ça qui va nous rattraper en 92, où lorsque les conditions mondiales changent, on voit bien qu'on n'a pas d'économie. Ce qui veut dire qu'on peut faire un code du travail à l'absence d'une vraie économie. C'est important de rappeler ça. Que les gens comprennent bien qu'un code du travail, ça veut, de manière fondamentale, c'est des avancées juridiques, c'est des consécrations juridiques qui prennent simplement en compte, qui normalisent des situations de travail créées par un contexte géopolitique, géoéconomique. Donc, dès les années 92, 30 glorieuses, c'est terminé. On se rend donc compte qu'on n'a pas d'économie parce que notre économie retourne à sa vraie place. L'État n'a plus les moyens de justifier ou bien de maintenir son caractère providentiel. Deuxièmement, sa capacité à pourvoir des emplois s'effondre. Troisièmement, les entreprises ferment quand elles ne diminuent pas leur effectif, etc. Donc le pays s'installe dans une crise socio-économique gravissime. Alors, le législateur, lui, vient donc avec un code de travail qui va essayer d'opérer un compromis dans l'objectif 1, de mettre fin à un code du travail qui a été validé par le contexte du parti unique. Il y a d'abord ça. Donc, restauration des libertés syndicales. Donc, on n'est plus dans le cadre du parti unique qui avait un syndicat. Donc, il n'a même pas le choix parce que, de facto, les syndicats ont repris les unions syndicales qui géraient le parti unique, ont perdu les moyens de leur existence. Le parti unique a éclaté. On est entré dans un contexte de multipartisme. Vous savez que quand on est en crise économique, les travailleurs sont fâchés, ils font énormément de revendications. Donc, le législateur devait prendre cette situation en compte.
En même temps, dans un contexte où l'État ne peut plus fournir du travail aux gens comme il faisait avant, il doit lui redéfinir ses rapports avec le travail et les travailleurs. Il a pris ça en compte. Alors, ça doit produire un code du travail qui restaure les libertés syndicales. Sous la forme, c'est restauré, hein, syndical, même si ça dépend, c'est encadré par la réglementation, le pouvoir d'un fonctionnaire, le fonctionnaire de greffe, qui est quelqu'un de très important dans l'attribution de la légalité au syndicat. Vous avez un code de travail qui, en fait, reprend les avancées qui sont consacrées dans tous les codes du travail pratiquement dans le monde. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont tous les avancées qui sont consacrées dans les codes de travail dans le monde entier. Ils ont pris ça et ils ont essayé donc de contextualiser ça aux réalités camerounaises. C'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui émerge de ça de manière fondamentale? Vous avez la liberté syndicale, oui, les prestations sociales aux travailleurs, tout ça là-dedans, les congés payés, la gestion du contentieux du travail, la médecine du travail, la définition du contrat de travail, avec tout ce que cela comporte en matière de la nature même des contrats, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, etc. Bref, tout ce que les codes de travail dans le monde entier ont consacré, vous trouvez ça dans ce code-là. Mais en quoi est-ce qu'ils l'ont particularisé? C'est important. D'abord, le code du travail camerounais distingue deux types de travail de manière fondamentale. Ce que j'appelle le travail étatique ne sont pas concernés par le code du travail au Cameroun. Vous allez voir, le statut général de la fonction publique, le statut des militaires, le statut des personnels de la sécurité, de la sécurité nationale. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que le cœur de l'État, lui, de manière fondamentale, n'est pas concerné par ce code du travail. Oui, Président Bandakani, vous avez là emprunté un pas vers lequel on avançait. Quand vous interrogez la particularité de la fonction publique et des fonctionnaires qui se détachent complètement du code de travail, qui lui organise les autres travailleurs et avec leurs employés. Est-ce que il y a là des implications, des enjeux politiques qui entrent en jeu? Bien sûr, c'est pas le fait de... je vais y revenir, c'est important. Le code du travail camerounais, dans cette mise à part de certains démembrements fondamentaux de l'État, indique quelque chose. C'est une spécificité camerounaise qui a même une portée civilisationnelle. C'est une grande portée parce que le fait de mettre l'État à l'écart de mettre les structures de l'État à l'écart du code du travail, ouvre les perspectives dans l'avenir que moi et vous, on ne pouvez pas imaginer. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ça veut dire qu'au Cameroun, en matière de travail, le travail de l'État est particulier. Et ça favorise là la division des classes. C'est une division de travail. Ça produit des classes sociales particulières, c'est clair. La fonction publique camerounaise devient donc exactement une classe sociale à part. À part pour l'instant. Ça a des conséquences politiques. Parce que quand cet État-là fait face à des changements, non seulement au niveau économique, même au niveau politique, d'abord les deux se mêlent toujours, c'est-à-dire, il est dans une position qui lui permet, d'une part, de d'abord sauvegarder les intérêts de cette structure fondamentale de l'État, de manière à lui permettre de ne pas perdre l'essentiel du pouvoir. Il faut bien comprendre ça. Donc, quand on parle du Cameroun, c'est pour ça que cette étude, en étudiant le code du travail, c'est un travail qui va au-delà du code du travail. C'est fondamentalement politique parce que vous dégagez ce que j'appelle la partie essentielle de l'État du Cameroun. Et je vous dis, ça aura des conséquences dans l'avenir. Imaginez-vous, si une pareille structure, imaginez-vous demain, dans le cadre de l'après-BIA, que un pareil État tombe dans les mains d'un pouvoir réellement panafricaniste et progressiste, les perspectives sont extraordinaires. Extraordinaires. Mais
Si ce n'est pas le cas, c'est un levier de conservatisme et de réaction historique qui est terrible. L'État camerounais a une position d'arbitre objectif qui le place au-dessus des classes sociales dégagées directement par le système économique à l'état pur. Puisque la fonction publique camerounaise devient une classe à part et à part entière par son statut privilégié et particulier. Très important. Et ça se voit dans le rapport de cet État au travail. C'est même pour ça que ce code du travail a de la peine à définir le travail. Il a de la peine à définir le travail. On a l'impression que, d'une part, il y a le travail étatique qui est là, dans les particularités dégagées par le code du travail, n'est-ce pas? Quand on regarde les parts de l'État qui sont en dehors du code du travail, et le travail, autrement dit, si l'armée fonctionne, si la police fonctionne, la partie supérieure de l'administration fonctionne, etc., le pays va bien. Le pays va bien. Donc, dans un contexte d'incertitude, dans un contexte où les rapports de force à l'échelle mondiale ont changé, ce groupe-là, lui, il tire sur l'épingle du jeu au détriment des autres membres, des autres secteurs de l'économie générale du pays. Donc, c'est un caractère, c'est très important. Le deuxième élément fondamental de ce code du travail, et ça c'est toujours dans la continuité des particularités, c'est la part qu'on a accordée à la négociation collective, la négociation. Tous les observateurs le disent. Le code du travail de 92, ce qu'il apporte de nouveau, c'est la place qu'il a donnée à la négociation collective. Mais sauf que ça, c'est sur le papier. Et là encore, on voit comment l'État se désengage. C'est-à-dire, il se désengage parce qu'il n'est pas capable, il n'est pas prêt à affronter la brutalité des rapports internationaux qui s'imposent à lui. Il se désengage, mais c'est tous les partis du corps social qui sont inorganisés au niveau de la conscience sociale et de la conscience politique qui vont subir les conséquences. Parce que lui, c'est dans le même de la matière pour manœuvrer même. Vous voyez? Et à la limite, tirer son épingle du jeu. C'est ce qui fait la particularité de l'État du Cameroun, même dans son rapport à l'international. Vous voyez quand l'État du Cameroun, là, il est particulier et insaisissable parce que il y a cette partie spécifique de l'État du Cameroun que le Code du travail permet de dégager. Donc, l'administration collective est instituée dans le Code du travail, mais vous savez, instituée par la loi, la négociation collective, ça ne veut rien dire puisque les rapports de force réels sur le terrain vont bousiller le projet. Alors, l'autre particularité, c'est l'émergence de l'inspecteur de travail, l'inspection de travail. Et là, à ce niveau, je voudrais insister dessus. C'est une disposition dans le Code du travail camerounais qui, si elle était bien gérée et rendue effective, aurait donné les moyens de protéger sérieusement les travailleurs au Cameroun. Quand vous lisez ça, je vous dis, moi, s'il y a quelque chose de profondément novateur en termes de capacité à protéger les travailleurs, c'est l'inspection du travail. Quand vous lisez l'inspection du travail, s'il avait gardé les moyens de remplir sa mission, on aurait là un levier fondamental pour protéger le travail au Cameroun et garantir une certaine justice sociale au Cameroun. Malheureusement, à quoi ça sert une fois de plus d'avoir de telles dispositions si en même temps, vous baissez les salaires des fonctionnaires de pratiquement plus de 80%, 70%, comme on a vu avec les programmes d'investissement structurel des années 90. Donc, l'inspecteur du travail se retrouve quoi? Vous le transformez en... Il vend sa position sociale. Il vend cette position que lui a donné le Code du travail au plus offrant. C'est ce qui a déséquilibré de manière fondamentale la capacité du Code du travail à protéger le travail au Cameroun. Donc voilà, de mon point de vue, les caractéristiques majeures de ce Code du travail. Président Bandakani, tout à l'heure, vous avez parlé de protection et
Et vous avez parlé, avant de parler de la protection sociale que le Code du travail encadre, vous avez parlé de l'évolution économique que notre pays a connue depuis la colonisation, la néocolonisation jusqu'à aujourd'hui. Et nous voulons ici interroger l'évolution qui est partie du concept économique que l'ex-président Amadou Ahidjo avait mis sur pied, qui était le libéralisme planifié, jusqu'au libéralisme périphérique du président Paul Biya aujourd'hui. Et on se demande avec le libéralisme communautaire. Communautaire, c'est dans le sens de l'organisation et de la conception étatique. Oui. Et moi, j'ai préféré nommer ça libéralisme périphérique, si étant donné qu'il n'est pas... Non, je voulais rester formel. Bien sûr, président. Il faut quand même respecter l'originalité des concepts. On est d'accord, président. Et on remarque que jusqu'aujourd'hui, notre société, notre économie est dominée par le capitalisme et par le capital. Est-ce que, quel est l'avenir ici de la propriété privée dans un contexte évolutif de notre économie camerounaise? D'abord, quand on a dit tout ce qu'on a dit, hein, le code de travail camerounais, c'est un code capitaliste. On est d'accord. Non, c'est important de rappeler ça. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'on peut faire là au niveau de la loi, c'est un code de capitalisme de périphérie. Il consacre les rapports de force capitalistes au niveau de la périphérie d'après les catégories de Samir Amin. Donc, c'est un code de travail néocolonial. Déjà par les institutions qui... Il est fondamentalement néocolonial. Malgré tous les avancées qu'il a voulu consacrer, malgré toute la volonté de particulariser l'universel au local, il reste un code du travail néocolonial. Parce que je vous ai dit que le code du travail ne change pas fondamentalement la nature d'un État. Il n'est que le produit de cette nature-là, de ce point de vue. Vous parlez de l'avenir de la propriété privée dans notre pays. Mais il est inséparable de toutes les évolutions qui travaillent non seulement le travail, et les conditions de travail, c'est-à-dire la situation de travail, etc., les rapports de force entre le travail et le capital, les propriétés des moyens de production. Donc, l'avenir de la propriété privée dépend de tout ça. D'abord, quand on parle de propriété privée, c'est trop général. Il faut toujours rappeler comment il se particularise chez nous. C'est le néocolonialisme économique. C'est-à-dire que notre potentiel de développement est bloqué par les rapports sociaux néocoloniaux. Vous savez, quand on parle de la propriété privée, ça renvoie à un mode de production. Le mode de production, c'est un ensemble, c'est une unité caractérisée par la propriété des moyens de production et les rapports de production. C'est-à-dire la relation entre le travailleur, les travailleurs, la société d'une part, et ceux qui possèdent juridiquement et politiquement les moyens de production, c'est-à-dire l'ensemble des instruments, des procédés, etc., qu'une société, à un moment donné, s'est donnée pour produire les biens matériels nécessaires à sa reproduction sociale. C'est important, très très important. Et c'est un conflit fondamentalement politique. Si on veut définir, si on veut dégager la valeur d'une société, la qualité d'une société, de manière fondamentale, c'est aussi dans les relations c'est dans les relations de travail. Qu'on va voir si une société accorde une prime particulière à la justice sociale. Parce que la justice sociale élève les rapports sociaux. Les gens sont plus heureux quand il y a la justice sociale. La démocratie est plus vraie quand il y a de la justice sociale. Les mœurs sont mieux civilisées parce que les gens sont moins dépendants, entre guillemets, de leurs conditions de travail ou bien des moyens matériels qui a à leur disposition pour vivre. Donc, une société, à un moment donné, par son économie, dégage les classes sociales, produit les classes sociales, c'est-à-dire les groupes sociaux plus importants qui sont, par leur conscience de leur situation, à même d'influencer l'évolution du pays. Dans le cadre d'une néocolonie comme le Cameroun, c'est clair. L'économie du pays produit quel type de classe? C'est important. C'est ça le facteur déterminant. Ça produit quel type de classe? Tout à l'heure, on a vu que ça produit la fonction publique. Un type de fonction publique qui, parce qu'elle est incapable de changer l'économie du pays, de prendre en charge l'économie du pays en bousculant les rapports sociaux néocoloniaux,
défendre ses privilèges de classe. C'est naturel. Défendre ses privilèges de classe. Et n'est pas dans la capacité de penser le pays, de changer l'ordre économique. Et par là, changer l'ordre social, changer l'ordre culturel. Vous voyez ce que c'est en train de vouloir vous dire. Donc, alors, vous avez dans la fonction publique, vous avez de côté les affairistes. Tous nos milliardaires là sont des affairistes. Donc, on a un pays qui produit beaucoup de milliardaires, mais qui ne sont pas capables de se constituer en classe sociale historique, capables de renverser cet ordre-là, comme la bourgeoisie l'a fait en Europe, avec l'avènement du capitalisme. La classe bourgeoise a historiquement bouleversé les rapports sociaux féodaux. La classe féodale a bouleversé les rapports sociaux esclavagistes. La classe esclavagiste là, a bouleversé les rapports qui existaient dans la communauté primitive. C'est ça le sens de l'histoire, Madame Dengele. Quand on veut examiner votre question qui est très profonde, la venue de la propriété privée. En réalité même, la propriété privée chez nous existe sur une modalité de la sauvagerie capitaliste périphérique. Je viens de l'expliquer. Donc, ça produit donc les hommes d'affaires. On appelle ça une bourgeoisie comprador. Une sous-bourgeoisie naine, sans consistance historique. C'est-à-dire capable de libérer le territoire national de l'emprise de la bourgeoisie étrangère, colonialiste et néocolonialiste. Elle est remplacée. Et alors, si elle est remplacée, vous voyez, si la sous-bourgeoisie locale chasse la bourgeoisie étrangère d'essence colonialiste, ben, elle va conquérir l'avenir, puisqu'elle aura l'avenir pour elle. Et ça va donc libérer les forces productives et un horizon de progrès est ouvert pour notre société. Ce n'est pas le cas, Mme Charlotte Dengele. Ce n'est pas le cas. Donc, les perspectives de la propriété privée chez nous restent des perspectives néocoloniales. Parce que chez nous, le secteur privé, appelons ça comme ça, c'est le nom qu'on a, c'est même bizarre, hein? Secteur privé. Donc, c'est un secteur. Là où en Europe, c'est une classe qui a bouleversé l'histoire. Elle a renversé l'ordre qui existait. Mais chez nous, c'est un secteur. Donc, du coup, elle n'a même pas la capacité elle n'a pas de capacité révolutionnaire, au sens noble du mot. Donc, vous voyez très bien que notre secteur privé, la sous-bourgeoisie néocoloniale, affairiste, dépend de l'État. C'est l'État qui la fabrique. Bien sûr. Et l'État lui-même est dominé par la bourgeoisie capitaliste d'essence coloniale. C'est la contradiction économique fondamentale qu'il y a chez nous, qu'on est obligé, dont l'avenir dépend de la capacité que nous aurons à, comment dire ça, à solutionner cette contradiction sociale qui est grave. Président Bandakani, oui. Est-ce qu'il faut obligatoirement que les classes sociales dominantes dans notre pays s'affrontent pour qu'il y ait révolution sociale? D'abord, qu'appelle-t-on classe dominante sociale chez nous? C'est important de voir ça. Très belle question. Je suis en train de vous dire que les classes, parce que nous avons touché la question fondamentale d'une société. C'est-à-dire qu'une société devrait dégager un système économique lié au stade qu'elle a atteint en termes d'évolution. Quand c'est purement endogène, cette société évolue normalement. Mais chez nous, il y a un problème grave. C'est que nous ne sommes même pas des sociétés. C'est-à-dire qu'on a une création du colon qui, en partant, a généré les structures fondamentales d'une néocolonie. Ça fait donc que nous avons chez nous une contradiction violente et terrible. Notre État, je me répète encore, c'est important parce que c'est le problème politique fondamental du Cameroun. C'est le problème politique fondamental du Cameroun. Et vous avez distingué les partis politiques dans leur rapport à ce problème. Le génial projet théorique du RDPC du président Biya, l'urbanisme communautaire, à la fin, c'est une belle spéculation théorique, en fait une rêverie. Vous savez pourquoi? Pourquoi, président? Mais parce que dans l'urbanisme communautaire, les théoriciens de ce projet ont esquivé la réalité de l'État néocolonial. Ils l'ont esquivé. Parce qu'ils ne pouvaient pas aborder ça. À l'époque, c'était impossible de l'aborder. Donc, c'est basé sur un mensonge objectif lié au fait que l'État camerounais néocolonial
qui est né, en fait, qui est une bâtardise historique, objectivement parlant. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Parce que il est né de manière incestueuse. Donc, les tâches qu'un État normal, d'une révolution sociale pilotée de l'intérieur, peut accomplir, il ne peut pas l'accomplir. Pourquoi? Il y a le plan CFA, il y a tous les accords secrets de coopération, il y a les structures de l'économie internationale qui sont à sa défaveur. Il ne peut pas le faire. Donc, on a esquivé cette question. On a cru que les 30 glorieuses devraient être éternelles de manière à continuer l'État-providence, qui lui-même est un masque, est une tromperie de la nature même anti-économique de notre économie. Parce que les 30 glorieux nous ont trompés. Puisque les matières premières sur lesquelles on n'avait aucun contrôle se vendaient bien à l'étranger, rapportaient les devises qui convertaient en francs CFA, permettaient à l'État de jouer à papa, qui prend soin des enfants. On a dit que non, c'est l'économie. Il y a les nostalgies d'Aïdjo au Cameroun comme ça plein. Que ça marchait bien. Rien ne marchait bien. Il y avait une apparence de prospérité. Quand le président bien associé d'Aïdjo, il écrit le communautaire, puisqu'il a dit que bon, changement dans la continuité. Bon, la continuité, c'était quoi? C'était la matrice là. C'était la matrice néocoloniale. Mais c'est le premier opposant au libéralisme communautaire. Le premier opposant au libéralisme communautaire, ce n'est pas l'opposition classique là, non. C'est que, en disant continuité dans le changement, le président Paul Biya lui-même attachait ses pieds, sans se rendre compte. Parce que le Cameroun était déjà entré dans la crise économique. Les gens ne le savent pas. Il était déjà entré. Et même avant, il y avait déjà un ensemble d'éléments qui montraient que cette artificialité de la prospérité devait nous rattraper. Donc c'est ça le problème. Un État qui, de manière structurelle, est lui-même une classe qui est incapable de prendre en charge le défi de la libération économique, produit donc des sous-classes d'affairistes locaux qui sont des milliardaires, beaucoup de milliardaires, mais qui investissent les secteurs abandonnés par la bourgeoisie colonialiste. Vous n'aurez pas de libération économique et une vraie justice sociale, un vrai code de travail, si la bourgeoisie, si n'émerge pas une bourgeoisie qui est la conséquence de la conquête de notre territoire national économique par le chassement du colonat économique. C'est ce que je suis en train de dire. C'est la contradiction fondamentale de notre économie. Tant qu'elle n'est pas réglée, on ne peut pas bouger. Et le code du travail vient consacrer simplement ce rapport. Et on voit bien que sur le terrain, vous savez, toutes les lois qu'on a mises dans le code du travail, c'est appliqué où? L'inspecteur du travail, qui est, de mon point de vue, l'innovation fondamentale charnière de cette affaire, il est affaibli lui-même par la situation de crise économique exacerbée qu'il a rendu faible parce que l'État lui-même a baissé les salaires de ses employés à près de 70%. On a seulement sauvé les militaires. Eux, on a augmenté leur salaire. Dans le cadre de cette spécificité camerounaise qui fait que, je voulais dire tout à l'heure, je vous ai dit ça, le travail étatique a été mis de côté. Il n'est pas concerné par le code du travail. Il a un statut particulier. Ça a permis de sauver les forces de sécurité, même pas tous, mais les militaires, etc., qui chez nous ont commencé à gagner largement plus que les médecins, plus que les professeurs, on l'appelait à l'époque, déclassement de l'enseignant, déclassement du médecin, des positions de travail qui étaient hier les plus prestigieuses, ont perdu leur prestige au profit de ceux qui travaillent dans la sécurité du pays. Une fois de plus, c'est la preuve que l'essentiel en ce moment-là pour l'État du Cameroun, c'était de se maintenir, entre guillemets, de se maintenir dans un contexte où on dit que bon, si l'État se maintient, le pays est sauvé. Mais c'est pas avec ça qu'on développe un pays. C'est pas avec ça qu'on libère un territoire sur le plan de l'économie. C'est pas avec ça qu'on bouscule les agencements, les rapports de force internationaux. Mais il faut être honnête, hein, bon, de 92 à aujourd'hui, ça évolue un peu avec la diversification des partenariats, etc. Ben, cet effort-là aussi est contrebalancé par
l'augmentation, comment on dit ça, une augmentation ininterrompue des besoins sociaux. Non. Ça fait qu'une fois de plus, toujours, c'est comme si... Bien dit, Président. C'est comme si, à la fin, on tourne en rond. Je ne voulais pas dire ça, mais c'est la vérité. On tourne en rond. Voilà. Très bien, Président. Dans notre contexte, comme vous avez souligné tantôt, où le libéralisme communautaire est pratiqué, Président, comme les autres États du monde entier, le Cameroun est en train de faire face à la globalisation. Quelles sont d'après vous les menaces qui pèsent sur le travail et les travailleurs au Cameroun? Non, mais la grande menace au début du XXIe siècle, c'est même plus une menace. Hein. C'est plus qu'une menace. Le travail est en train de disparaître. Le travail tel qu'on l'a connu avec l'avènement du capitalisme est en train de disparaître. Le rapport salarié-patron, qui a longtemps structuré les enjeux du travail dans le monde, sont en train de disparaître. Il est en train de disparaître. Le travail est bouleversé par les avancées technologiques. On vous a annoncé la 4e révolution industrielle. Mais sauf que cette révolution est pilotée par qui? Par la classe capitaliste globale. C'est ça le problème, global. Quand on parle de classe capitaliste globale, on parle de financiers. Les financiers, eux qui ont contrairement aux capitalistes du début de l'ère industrielle, 18e, 19e siècle, jusqu'au 20e siècle, le capitalisme ne s'était pas encore structuré globalement parlant. Aujourd'hui, vous avez une classe globale, capitaliste, qui maîtrise complètement l'argent, l'a dématérialisé et exerce un contrôle absolu sur l'argent, au détriment des États, c'est extrêmement important, et de ce fait a colonisé les États. Alors, lui, désormais, il a un rapport au travail radical. Comment, désormais, la force du travail humain ne sert plus à rien. On va remplacer ça par la force du travail du robot. C'est ça la 4e révolution industrielle, c'est pas autre chose. Hein. Est-ce qu'on peut parler de travail en dehors de l'homme? C'est ça le défi de l'avenir. Bravo, c'est le défi de l'avenir. La classe capitaliste globale, la première fois dans l'histoire, le capitalisme a dégagé une classe globale au-dessus des États qui pense son avenir dans le sens d'une colonisation des États, d'une domestication des États-nations, avec tous les bouleversements qui s'en suivent. C'est-à-dire que toutes les garanties que l'État-nation pouvait apporter au travail et aux travailleurs, cette classe globale estime que ça, c'est la réalisation, on ne peut plus voir ça. Informatisation du travail, grand reset, décarbonation, économie verte, etc. Transhumanité, c'est-à-dire remplacement de la force du travail humain par la force du travail d'un robot. Donc, ils ont dessiné un nouveau monde par rapport à ça, cette base-là. Une fois de plus, je répète, sous la direction de cette classe capitaliste. De ce point de vue, elle estime que, 1, nous sommes très nombreux, la force de travail humaine, devenue inutile, est encombrante, dangereuse pour la planète. Il faut dépopulationner. Là où hier, il fallait entretenir la force du travail. Il fallait l'entretenir. Président, oui. Dans un contexte où les néocolonies sont les pourvoyeurs de matières premières, est-ce que vous ne pensez pas qu'elles ont aussi leur mot à dire? J'arrive, je suis dans même, vous me relancez, mais vous me confortez dans ma démarche. Vous écoutez très bien, mais matières premières aux néocolonies, l'enjeu maintenant c'est de dépopulationner. Quand on décide de dépopulationner, l'État-nation n'existe plus. Puisque lui, l'État-nation, hier, l'État-nation devait entretenir un certain niveau de population de manière à fournir suffisamment à la demande capitaliste la force de travail nécessaire et indispensable. On va appeler ça le plein emploi, si vous voulez, plein emploi. Mais il fallait produire ça. Il revenait donc à l'État-nation de planifier, d'encourager les naissances, etc. Le projet des globalistes qui consiste à dépopulationner le monde, justement, doit d'abord anéantir l'État-nation pour qu'il ne puisse plus faire la promotion des naissances. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Puisque la force de travail est devenue inutile, on est arrivé à un niveau où le capitaliste estime que la richesse désormais n'est plus produite par une force de travail. Elle va être produite par le robot.
Alors évidemment, hein, vous soulevez une question fondamentale. Que va-t-on faire des humains inutiles et évidemment, on les compte par milliards. Les humains inutiles sont comptés en milliards. C'est un débat qui dépasse l'économie. C'est un débat, il est métapolitique. Il est métapolitique. On va entrer dans des dimensions métapolitiques qui font qu'il faut convoquer des principes ici capables de briser la puissance du néo-patronat global, n'est-ce pas? De la briser, et pour la briser, il faut que les êtres humains acquièrent une nouvelle conscience de leur situation qui n'a plus rien à voir avec la conscience prolétarienne qui a structuré la lutte des classes au 20e, 19e, 20e siècle. Vous voyez le défi? Donc l'enjeu, il se joue là. Bon, à ce niveau, le problème est de savoir si maintenant l'Afrique et ses matières premières s'est placée au niveau de ce débat. Et s'étant placé à ce niveau du débat, génère les structures objectives et subjectives capables d'opposer au projet globaliste un contre-projet, une alternative. C'est l'enjeu du panafricanisme. Donc le travail est menacé de disparition, il l'envoie de disparition si on ne fait rien. Parce que, avec la chute du communisme, on a amorcé la structuration des menaces qui vont faire disparaître le travail. D'abord, pour bien comprendre ça, je voudrais vous ramener, il y a un conflit quand on parle du travail. Tout à l'heure, je vous ai dit que votre code du travail n'a pas défini le travail. Et il n'est souvent pas le seul à faire. On a laissé ça à l'OIT. Bon, l'OIT n'est qu'une organisation consultative au niveau international. Ça veut dire que bon, elle peut bavarder et personne ne l'écoute. Même dans sa générosité, en termes idéologiques, il manque beaucoup de choses là-dedans. Parce que l'OIT pense que, à travers le tripartisme et le dialogue tripartite, on peut déboucher sur un compromis puissant et vivant qui garantit un travail décent. Mais tout ça, c'est généreux. Travail décent, comment ça va émerger si on ne détruit pas le capitalisme? Si on ne dépasse pas le capitalisme? Le défi du XXIe siècle, c'est que l'humanité sorte du capitalisme. On ne peut pas sortir de là si les dynamiques révolutionnaires sont sous le contrôle du néo-patronat global. Oui, Président Banaka, c'est la dernière partie de notre émission que nous venons d'aborder là. Permettez que j'aille au bout. Oui, Président Banaka, nous sommes là dans la phase des perspectives. Donc, nous vous permettons d'aller jusqu'au bout pour nous démontrer quelles sont les nouveautés que le nouveau mouvement populaire apporte, le parti que vous présidez d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce qu'il réintègre la dimension familiale du travail, étant donné que tous les codes de travail du monde n'ont pas tenu compte du travail familial, qui est même l'essence du travail? J'arrive, oui. C'est-à-dire que vous êtes... je continue à développer et je vais atterrir à ça. Merci, Président. Merci d'avoir ouvert cette perspective-là qui est spécifique au NMP. Donc, je tente d'expliquer que il y a un problème dans le monde. C'est qu'il y a une contradiction entre le travail et les conditions du travail. De manière spécifique, ça veut dire quoi? Quand le travail, il n'y a pas un travail général. Tout travail se fait dans un cadre spécifique d'organisation. Il est national. Avec la mondialisation et l'internationalisation du travail, il s'est mondialisé, après s'être internationalisé. Tous ceux qui travaillent dans les entreprises comprennent ce que je suis en train de dire. Maintenant, il faut donc organiser le travail. Ça se joue là. Hier, quand le rapport de force entre le travail et le capital était équilibré, quand il n'était pas en faveur du travail, l'organisation du travail était contrôlée par les structures générées par les travailleurs eux-mêmes. Les médecins contrôlaient les médecins à l'université, c'est les professeurs qui géraient le travail, les syndicats étaient puissants, etc. Quand le mur de Berlin tombe, il y a une révolution dangereuse qui s'est passée à notre insu, à l'insu du monde, mais qui était très puissante, c'est que l'organisation du travail a pris le pas sur, comment on dit ça, est devenu l'élément central de la question du travail dans le monde et dans les entreprises. Ça veut dire quoi? On est entré dans une ère qu'on appelait l'ère des gestionnaires. Et dans le cadre de l'organisation du travail, on a évacué le travail vivant. Le travail vivant, c'est
c'est la dynamique créée par les rapports de force vivants entre le capital et le travail. Les travailleurs représentés par les organisations de classe et le patronat représentés aussi par l'organisation, mais sous la domination des États qui étaient censés encore garantir un peu, État-nation, garantir un peu un certain intérêt général. Structuré au niveau mondial par la guerre froide. C'est tombé. Donc, désormais, dans les entreprises, tous les modèles d'organisation qu'il y a eu, c'est le modèle taylorien, c'est le modèle fordien, etc. Les méthodes d'organisation du travail, désormais, on a commencé à mesurer le travail en termes de performance, M. Bizango, en termes de rentabilité. Ça veut dire que désormais, on structure le travail. On regarde le travail de manière que le travailleur ne peut plus dire ce qu'il pense du travail, ne peut plus définir, peser dans la définition du travail et son rapport au travail. C'est remplacé par les critères de compétitivité, de productivité, qu'on mesure mathématiquement. La médecine du travail en Europe, parle des maladies graves qui ont survenu dans les lieux de travail, marquées par les suicides de travail, etc. Ça peut être une dimension extraordinaire en Europe. Il y a une telle misère au travail qui est liée au fait que, désormais, les gestionnaires du travail ont remplacé toutes les structures que le travailleur, en s'organisant, pouvait créer de manière à garantir une santé, non seulement la santé là où il travaille, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, un équilibre d'un rapport de force entre le capital et le travail. C'est fini tout ça. C'est cette conquête du travail par le gestionnaire, lui-même piloté par le capitaliste, pour être plus clair, les actionnaires qui s'est développé jusqu'à arriver aujourd'hui au niveau de la volonté de faire disparaître le travail, au nom de la rentabilité. Madame Charlotte Djengele, désormais donc, je vous réponds, l'État-nation est déclassé par un nouveau concept, à savoir ce qu'ils ont appelé le capitalisme des acteurs. Ça veut dire que désormais, ce sont les capitalistes qui font la politique, qui disent à l'État ce qu'il doit faire. L'État a cessé de garantir l'intérêt général, il ne peut plus le faire. La nation même n'existe plus, puisque les financiers définissent qu'est-ce que la nation. Et ont décidé de chambouler tout ça. C'est là où on se trouve. Donc c'est une crise grave. Elle est grave parce qu'elle menace l'espèce humaine, c'est l'enjeu. C'est le devenir de l'espèce humaine qui est sur la table. Et on retrouve dans la notion originaire du travail, à savoir, est-ce qu'on peut concevoir le travail sans réfléchir profondément aux conditions les plus originelles qui engendrent le travail? C'est-à-dire que Marx, je termine, hein, Karl Marx et Engels avaient dit que dans une société, ce qui est le plus important, c'est la production de moyens matériels d'existence. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut que l'homme puisse se loger, se nourrir, se soigner, etc. Ça, c'est la thèse fondamentale du marxisme. Mais nous, on vient de dire, nous disons que ça conduit son heure de gloire, cette définition de la société. Maintenant, on est obligé de dire que, avant même de se loger, de se nourrir, etc., il faut qu'on produise l'homme tel qu'il est. D'où vient l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Puisque le travail, jusqu'à ce jour, au nom du travail et de son évolution, on veut supprimer l'homme. On veut supprimer l'homme. Alors, ça nous pose un problème. Marx et Engels, il faut les compléter parce qu'ils n'avaient pas réfléchi à cette question-là. À savoir, mais à partir du moment où des classes sociales ne cherchent plus seulement à avoir, comment dire ça, à profiter, mais à supprimer l'homme. Le débat devient quoi? Mais le débat, le LNP vient dire que non, là, le débat devient purement civilisationnel, métapolitique. Il faut que, dans une société, on commence à voir que la véritable production des richesses, Madame Charlotte Djengele, ce ne sont pas les entreprises, peu importe leur étendue et leur développement, qui produisent de la richesse, etc. Reprenons leur mot, hein. Voilà. Les capitalistes produisent de la richesse, donc ils sont les gens les plus importants du monde, il faut les protéger, l'État doit être à leur chevet. C'est fini, puisque ça veut, ça aboutit à un niveau où il faut supprimer l'être U, mais il faut donc le découvrir. La véritable richesse, c'est l'être humain. Or, quelle est la structure qui produit l'être humain de manière sereine et naturelle? C'est la famille. Donc, la plus grande entreprise d'une société, c'est la famille. Or, qu'est-ce qu'on observe? L'Occident capitaliste
attaquent cette entreprise-là. C'est ça l'enjeu des LGBT. C'est ça l'enjeu des LGBT dans toute leur diversité. Dans toute leur diversité. Donc, on attaque ça. Ça veut dire que même le génie des capitalistes globalistes, ils ont compris qu'il faut maintenant, après avoir tué le travail en usine, il faut tuer la famille qui produit la richesse la plus fondamentale. Parce que si l'humanité découvre que l'homme, c'est la vraie richesse, ben, il n'y a plus de grandes recettes. Très bien, président. Il n'y a plus de... Tout ce que la contre-là n'existe plus. Le projet du NMP, justement, c'est de remettre au cœur du débat contemporain, au niveau mondial et global, la question de qui produit réellement la richesse, qu'est-ce qu'il faut sauvegarder de manière fondamentale dans une société. Et comment est-ce qu'on ferait ça sans poser le problème du vrai Dieu, de Dieu? Lui qui produit le capital des capitaux, l'être humain. Très bien, président Bandakani. En conclusion, parvenu au terme de notre émission, nous relevons quelques points essentiels, président. Vous avez eu à déclarer que le code de travail que nous avons est un code que nous avons hérité de la colonisation et que l'ordre colonial a cédé la place à l'ordre néocolonial. Tout à fait. Nous retenons encore que la part que l'on accorde à la négociation collective est une avancée que notre code électoral a eue et que le code de travail qui restaure les libertés syndicales est un code de travail que nous devons apprécier. Aussi, nous retenons encore, président, que le défi du 21e siècle, c'est que l'humanité sorte du capitalisme. Et vous avez soulevé la question du vrai Dieu. Et vous avez bien conclu. La sortie du capitalisme. Les capitalistes n'ont pas vu qu'on en sorte. C'est la bataille du 21e siècle. Et on ne pourra pas en sortir sans la convocation sans impliquer le vrai Dieu, pas dans un sens religieux, dans le sens où l'endroit où Dieu devient humain, c'est la famille. Nous remercions toute l'assistance technique, nous remercions tous nos internautes qui, scotchés des 4 coins du monde entier et du Cameroun, nous ont écoutés durant toute cette émission. Cher président Bandakani, nous vous remercions d'avoir honoré à ce rendez-vous de ce soir. Je vous félicite pour votre brillante maîtrise de la question. Ça m'a impressionné. Bonsoir, président. Je vous en prie.